votre rendez-vous bimensuel du patrimoine gustatif en Anjou. Avant de vous faire découvrir le sommaire, une petite parenthèse. À vous, les vignerons, organisateurs, acteurs professionnels de l'œnotourisme, je vous remercie pour votre accueil chaleureux à chaque rencontre. C'est un vrai plaisir. Des échanges toujours agréables, des sourires, des rires, bref, des découvertes fort sympathiques. D'ailleurs, vous avez un mot à dire, un message à faire passer, un événement à faire connaître. Vous souhaitez parler dans Vita Vigne, vous pouvez m'appeler sans complexe au 06 70 38 78 96 ou me joindre par email à annegrindorge@gmail.com. Donc, le 22 octobre, un rendez-vous dans leur vignoble nous attend. C'était alors une occasion pour aller à la rencontre de Mireille, visiter son domaine en avant-première pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Le musée de la vigne et du vin d'Anjou, dans Rezanco, Luc Arenou, président de l'association, et Anne-Laure Pasquereau, chargée de communication, nous ouvrent leurs portes pour découvrir ce musée de France entièrement dédié aux raisins, aux vins et aux vignerons. Les cyclos font de l'œnotourisme. Les 8 et 9 octobre prochains à Saumur, une organisation du tonnerre orchestrée par Jean-Paul Thiraud et son équipe de bénévoles, rien que pour vous faire plaisir et dans une ambiance sympathique. À l'ombre d'un tonneau de la 25e rando vin et champignons organisée par le club des cyclotouristes saumurois. Les graines d'accord avec Marc Massot, notre chroniqueur des accords mévins. Et puis pour nos amis vignerons, hébergeurs et tous les professionnels des filières vin et tourisme qui reçoivent du public, le label Tourisme et Handicap. Il concerne aussi le secteur de l'œnotourisme et sera obligatoire au 1er janvier 2015. Alors un label brièvement décortiqué en fin d'émission. Et puis bien sûr, l'agenda tiré des vignes. Bon, eh bien on y va ? Le rire du chef, le rire du chef, le rire du chef, le rire du chef. Et si nous partions à Rabelais-sur-Layon ? Là, je me suis arrêtée au 45 de la Grande Rue, où j'y ai rencontré Mireille Vigneron. Ce n'est pas une vigneronne, contrairement à ce que son nom l'indique, mais c'est la femme de Paul-Éric Chauvin, du domaine Pierre Chauvin. Après avoir fait une formation dans la viticulture, elle a décidé de mettre son grain de raisin au milieu des autres dès 2010. Mireille a la tête pleine de projets dont elle ne nous parlera pas aujourd'hui, dommage. En revanche, elle nous explique son domaine, les animations et manifestations qu'elle y organise. Bonjour Mireille Vigneron, donc je suis au domaine de Pierre Chauvin. Dites-moi, quand je suis arrivée sur le village de Rabelais-sur-Layon, c'est incroyable, il y a un village d'artistes, une épicerie associative, c'est un village qui est tout encaissé, il y a plusieurs domaines dans la rue, c'est complètement atypique en fait, Rabelais-sur-Layon. Oui, Rabelais est un tout petit village où on vit un petit peu entre nous. C'est un village qui a un grand esprit associatif, effectivement, puisque aussi bien le village d'artistes que l'épicerie ont été créés donc, par les habitants et sont gérés par les habitants. Nous sommes sur la commune 13 vignerons, dont 5 dans la grande rue. Nous, on est au 45, en remontant donc, vers la sortie du village. Et ce qui donne des choses très très agréables parce que en cette saison, nous sommes en pleine vendange, on voit passer les tracteurs, les bennes et surtout le matin, quand on sort, on a cette odeur agréable de fermentation, on sent que ça travaille un petit peu partout. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs étages. Quand on rentre là dans la cour, on aperçoit un escalier, puis il y a différents niveaux. C'est assez particulier aussi. Oui, alors c'est un domaine qui est assez vieux, hein, donc les bâtiments datent du début du XXe siècle, ils ont été construits donc, par le grand-père de Paul-Éric, et à une époque où on n'avait pas la mécanique qui existe aujourd'hui, donc tout se fait par gravité. Oui, voilà, donc on presse, les jus tombent à l'étage en dessous, et ça nous permet de continuer à travailler un petit peu à l'ancienne, on va dire. C'est le grand-père de Paul-Éric Chauvin qui a construit la maison qui est de l'autre côté de la rue. Qui est de l'autre côté de la rue. Exactement. Mais le domaine existe depuis, vous êtes sur la 5e génération. Alors c'est la 5e génération. Les premières vignes donc, ont été achetées donc, par le grand-père Cochard donc, au 19e siècle.
Vraiment, le domaine en tant que tel, les bâtiments en tant que tels, existent depuis 3 générations. Là, nous sommes dans une salle qui vient tout juste d'être rénovée, qui est une salle de réception où je vois du stock, des cartons. Je suppose que vous avez envie d'en faire une salle pour recevoir les visiteurs, pour la vente directe. Tout à fait, parce que jusqu'à maintenant, donc on avait un tout petit caveau qui nous permettait de recevoir au grand maximum 8-10 personnes. Et nous avons vraiment envie de développer donc l'accueil au domaine, d'où l'idée d'aménager cette salle qui à l'origine était un chai à barriques. Donc cette salle nous sert aussi bien donc, de stockage pour la vente directe que de salle de réception pour des apéros-concerts, des dîners. Au moment des portes ouvertes, ça nous permet aussi de recevoir d'autres producteurs qui viennent aussi présenter leur production en accord avec nos vins. Donc, la suite sur Radio G 101.5 FM à Angers. le musée de la vigne et du vin d'Anjou, dans Rezanco, installé dans un ancien cellier de 1880, pas moins de 10 000 objets et publications anciennes nous relatent l'évolution de la viticulture et du métier du vigneron depuis le XIXe siècle. Lucas Reynaud et Anne-Laure Pasquereau nous expliquent par téléphone le musée, ses animations et ses activités. Rezanco, Bonjour Lucas Reynaud. Oui, Anne Grindorge. Vous allez bien? Oui, je vais bien, très très bien. Anne-Laure Pasquereau, bonjour. Bonjour. Le musée est situé à Saint-Lambert-du-Lattay, au cœur du vignoble de l'Anjou et de Saumur, donc à 25 km au sud d'Angers et à 35 km au nord de Cholet. Pourquoi à Saint-Lambert-du-Lattay? Pourquoi pas à Angers ou Saumur, qui sont des villes plus importantes? Saint-Lambert, pour plusieurs raisons. C'est d'abord une question d'homme. Il se trouve que c'est à Saint-Lambert que quelques personnes s'étaient mobilisées il y a 30 ans maintenant pour d'abord préserver ce patrimoine qui avait tendance à disparaître. Une question aussi de locaux qui étaient disponibles sur place, donc un ancien chai qui s'est trouvé disponible à ce moment-là et qui a été maintenant la base même du musée. Et autre élément, évidemment, Saint-Lambert est quand même dans le plein cœur du vignoble et je pense qu'un musée de la vigne dans le grand cœur du vignoble est peut-être plus approprié qu'en ville, par exemple. Vous êtes l'actuel président de l'association. Comment s'appelle cette association? L'association des Amis de la Vigne et du Vin, donc de Saint-Lambert-du-Lattay. Aujourd'hui, quels sont les objectifs? D'abord de continuer à préserver et à conserver ce patrimoine viticole. C'est aussi de faire découvrir au grand public tout ce qui est tourisme et habitants du département, enfants notamment, parce qu'on travaille beaucoup avec les écoles, donc le métier du vigneron et la vigne, je dirais en tant que plante et partenaire indispensable du vigneron et des vins de la région. Autre élément, donc, est aussi une vitrine pour les vins d'Anjou et de Saumur, et je dirais l'objectif c'est de devenir un élément incontournable, je dirais, dans la profession viticole de l'Anjou et de Saumur. Vous travaillez en partenariat en fait avec des vignerons, avec des institutions, avec d'autres acteurs de terrain, de l'œnotourisme. Votre activité est vraiment au cœur de l'œnotourisme aussi. Oui, enfin, d'abord je voulais vous préciser que le musée de la vigne et du vin donc, est géré par l'association dont on vient faire allusion, mais ce musée donc, est la propriété de la communauté de communes, aussi bien les bâtiments que les collections, les coteaux du Léon. Et on a comme partenaires les institutions viticoles du secteur, donc notamment l'interprofession qui nous aide, qui nous subventionne. Donc on bénéficie de cette subvention d'interprofession et également des vignerons indépendants avec lesquels on organise notamment au cours de l'année les rendez-vous dans le vignoble qui sont donc des rencontres entre le vigneron et le grand public. Donc il y en a à peu près une vingtaine sur l'année et nous donc on est un petit peu coordinateur de cette opération. C'est un musée de France. Vous pensez que ce musée est plus tourné vers la culture, le tourisme, l'histoire? Où est-ce que vous situez le musée dans tous ces critères-là?
Je crois qu'avant, il faudrait préciser quand même que nous avons la chance d'un milieu qui n'est pas qu'une histoire. Bien sûr, la viticulture, vous avez son histoire, qui remonte quand même au 5e siècle, mais il y a toujours son actualité et il y a aussi son futur. Je crois que l'objectif du musée, c'est de se servir de cette histoire qui a façonné notre viticulture telle qu'elle est actuellement pour préparer son avenir. Donc je crois que ça, c'est très important. Et l'énotourisme, bien sûr, parce que évidemment, c'est aussi un moyen de faire découvrir notre beau métier. Donc j'en ai parlé tout à l'heure à travers les rendez-vous dans le vignoble, c'est déjà de l'énotourisme. Donc c'est un petit peu tout ça, et en même temps nous avons la volonté que le musée soit un lieu de vie, un lieu de rencontre pour tous les partenaires et toutes les personnes qui sont intéressées par la viticulture. Tout ce travail ne se ferait pas sans un volant je dirais, de bénévoles, je dirais l'âme et en même temps la force de ce musée. C'est-à-dire que nous avons à peu près 40-50 bénévoles qui interviennent dans toutes nos activités au cours de l'année. Et ça, je crois que c'est notre force. Nous sommes tournés vers l'avenir, c'est ce que je venais de vous dire. Il y a un grand projet de réflexion, de remise en question de ce musée qui a quand même maintenant une trentaine d'années, qui a vieilli. Les collections sont toujours évidemment là, mais dans la présentation, je crois qu'on se doit d'évoluer. On a aussi un autre projet au niveau notamment de tout ce qui est documentation. On a une énorme documentation sur notre histoire qu'on ne peut pas disposer au grand public parce qu'on n'a pas les locaux pour. Enfin, il y a aussi un projet de réfection des bâtiments. Le musée, c'est pas seulement une histoire, c'est aussi tout un avenir. Et je crois que ça va être ça notre raison d'être pour les années à venir. La suite sur Radio G 101.5 FM à Angers. Merci beaucoup, Lucas Renaud. Oui, merci. Et puis à la prochaine alors pour continuer à suivre, je dirais, la vie de ce musée qui restera, j'espère, le plus dynamique possible. Graines d'accord, graines d'accord, graines d'accord, graines d'accord. Marc Massot, bonjour. Bonjour. Nous voici dans le Graines d'accord. Que nous proposez-vous aujourd'hui? On va parler d'un matelote d'anguille de Loire avec le Savenière. Oh, la matelote d'anguille de Loire. Très bien, alors allez-y. Pour la préparation, donc on découpe des tronçons d'environ 10 cm. L'anguille aura été dépouillée au préalable. Et ensuite, on va la rouler dans la farine. On va la faire revenir avec un beurre chaud afin de vraiment dorer cette anguille. Dans une poêle normale. Dans une poêle normale. Et ensuite, on va la flamber avec du marc. On va la faire mijoter avec du vin rouge et puis un bouquet garni. Et on va l'accompagner de pommes de terre et des échalotes qu'on va lier au beurre. Et ensuite, on va passer tout ça au four, éventuellement, ou à la poêle si vous le souhaitez. Mais ce qui est important, c'est de le faire réchauffer sans le faire bouillir. D'accord. Et donc, on va déguster avec le vin Savenière. Pour situer cette appellation, on est vraiment au nord de la Loire, près d'Angers, sur un terroir composé principalement de schiste, avec le cépage chenin. Donc c'est un vin qui va être vraiment très puissant, un blanc qu'on a en sec et puis peut aussi se faire de temps en temps en vin moelleux. Mais là ce qui nous intéresse c'est sur son côté sec. Pourquoi cet accord? L'anguille est un poisson vraiment qui a du goût et donc il nous faut aussi un vin de caractère. D'où cet accord parfait qu'on va avoir l'un avec l'autre. Et alors, le Savenière, comment le préparer? Le carafer, le décanter? Certaines personnes peuvent conseiller de carafer le vin, donc de l'oxygéner. Décantation, on va un peu plus l'utiliser pour le rouge que pour le blanc. Alors, décantation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, décantation, c'est le fait de séparer le dépôt qu'il peut y avoir. Sur le vin rouge, c'est plus le dépôt de tannique qu'on peut avoir. Sur des vins blancs, c'est éventuellement des précipitations tartriques qu'on peut avoir. Des petits cristaux qui sont sur les vins blancs. Et pour décanter un vin, que ce soit un vin rouge ou un vin blanc, il faut donc se servir d'un décanteur. Alors, effectivement, on a possibilité d'avoir plusieurs outils pour décanter. Plus usuellement, c'est la carafe, de façon à vraiment verser le vin dans la carafe et de garder le dépôt dans la bouteille. Alors là, si on sert le vin dans la carafe, on va carafer le vin et on ne plus le décanter, non? On fait les deux en même temps. On va oxygéner et décanter en même temps. Dans une carafe? Dans une carafe. Après, pour uniquement décanter le vin, et donc on va passer
de la bouteille au verre, on a les décanteurs pour ça. Donc des objets qui servent à pencher la bouteille petit à petit. Donc soit on a le côté manuel, soit on a les décanteurs à manivelle. Et donc là, on va éviter justement de secouer la bouteille. C'est principalement utilisé sur des vieux vins où l'oxygénation est déconseillée. Si on verse en méthode traditionnelle, c'est-à-dire sans utiliser d'outils pour servir, à un moment donné, à force de basculer la bouteille, on va secouer le vin dans la bouteille et donc le dépôt va se remettre... Se remélanger. Voilà, se remélanger avec le liquide. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment y aller tranquillement. Donc utiliser vraiment ces décanteurs, panier à vin, pour manipuler avec précaution de façon à ce que le dépôt ne tombe pas dans le verre. Et alors vous préférez décanter ou carafer? Alors décanter sur des vieux vins, ou des vins présentant du dépôt, c'est une obligation, parce que c'est désagréable quand même d'avoir du dépôt dans le verre. Maintenant sur l'oxygénation et donc l'utilisation de la carafe, personnellement je déconseille d'utiliser la carafe pour oxygéner un vin. Donc vous conseillez d'utiliser la carafe pour quelle raison? Ça va être principalement pour éventuellement décanter le vin, mais le problème c'est que une carafe comme un verre va donner une certaine oxygénation. Et après de connaître l'oxygénation qui est adaptée au vin qu'on va servir est très difficile dans une carafe. D'accord, mais écoutez, je vous remercie beaucoup Marc Massot. À bientôt. À bientôt. Allez, un petit tour dans le Saumurois pour vous parler d'un événement qui aura lieu les 8 et 9 octobre prochains. Plusieurs milliers de cyclos arrivent de la France entière accompagnés de leurs familles et amis pour pédaler ou crapahuter à travers le paysage et les vignobles de Saumur. À l'ombre d'un tonneau, à l'ombre d'un tonneau. Bonjour mon beau Thiraud. Bonjour. La randonnée vin et champignons se déroulera à Saumur, dans la ville de Saumur. Saumur même, oui. Depuis quand existe l'association des... Le club, 1932. Et la randonnée, nous en serons à la 25e édition. 25e édition de randonnée. Donc vous êtes le président de l'association. Oui. Vous êtes président depuis quand? Je suis président depuis 3 ans. Pourquoi cette randonnée? Quelle a été l'idée de départ? Qui a eu le concept? C'est assez étonnant d'allier le cyclisme au vin, aux champignons. L'idée, elle est venue dans la tête de 2-3 cyclos dont je faisais partie. Nous sommes allés en 1981 ou quelque chose comme ça, à Sancerre, où il y avait une randonnée qui était basée sur le vin. Donc on s'est dit, tiens, à Saumur on a le vin, et puis on va rajouter quelque chose, puisqu'on avait à l'époque encore des caves productrices de champignons très nombreuses. Ce qui fait qu'on a donc intitulé notre randonnée vin et champignons, et pour faire découvrir et les caves à vin et les caves à champignons du Saumurois. Je suppose qu'au niveau de l'organisation, vous commencez à être rodé. Oui, ça s'est étoffé au fil des années. Je crois que la première édition devait avoir 600 ou 700 participants, et nous sommes montés le chiffre le plus élevé de participants, c'était en 2007, nous avons dépassé 5000. 5000 participants. La suite sur Radio G 101.5 FM à Angers. Zoom Actu. 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 Alors pourquoi le label Tourisme Handicap? Eh bien tout simplement parce que les établissements et les installations qui reçoivent du public devront être accessibles à tous, quel que soit leur handicap, au 1er janvier 2015. Tous les acteurs de l'onotourisme sont donc concernés par cette loi, puisque légiférée par le tourisme. Vous
vous connaissez peut-être le logo, nous serons de plus en plus amenés à le voir dans les années à venir, puisque la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances deviendra obligatoire au 1er janvier 2015 pour les professionnels du tourisme. Sachez que la clientèle en situation de handicap est un potentiel touristique important. Alors comment accueillir ces personnes et comment être accompagné vers une demande de labellisation dans les secteurs du tourisme et de l'œnotourisme? Une petite enquête faite par Tourisme Handicap nous apprend que le choix de la destination d'une personne en situation de handicap est tout d'abord vu en fonction de son accessibilité, puis en fonction de son prix. La majorité des séjours effectués se fait en famille ou en couple et la durée du séjour est supérieure à celle des personnes valides. À savoir, 36 millions d'Européens en situation de handicap se disent prêts à voyager à l'échelle européenne, ce qui représenterait 122 millions d'excursions et 307 millions de nuitées avec accompagnateur. Une personne handicapée est en attente d'une accessibilité des lieux avec signalétique, d'informations fiables et d'une disponibilité du personnel. Le label Tourisme et Handicap est national. Il est promu par tous les comités et organisations du tourisme qui s'engagent à mettre en valeur cette offre dans tous ces différents médias de communication en France et à l'étranger. Vous êtes intéressé pour être accompagné vers une demande de labellisation? Alors prenez contact avec le comité départemental de tourisme de votre région qui prendra en charge votre demande selon des critères bien définis. La suite sur Radio G 101.5 FM à Angers. Mycologique, des ateliers pour les enfants de 10h à 18h. Aussi le groupe La Corde avec ses compos funéraires de 10h à 18h avec une exposition mycologique, des ateliers pour les enfants le dimanche 2 octobre, un kit de culture à emporter et puis des dégustations aux senteurs et aux couleurs de l'automne. Châtaignes grillées, sirop de noisettes et vins nouveaux vous attendent au musée du champignon à Saint-Hilaire-Saint-Florent. 02 41 50 31 55 ou www.musée-du-champignon.com. Le 7 octobre, une veillée visite à la Grande Vignole à Turcan. Comptez à la lueur des bougies et des feux de cheminée dans un logis seigneurial troglodytique du XVIe siècle. Comptez environ 1h15. Renseignements au 06 20 10 40 40. Le 10 octobre, la Clé des Terroirs qui a reçu le grand prix du festival Œnovidéo à 20h au Palace à Saumur en présence du réalisateur Guillaume Baudin. Un film documentaire sur le vin en biodynamie. Plus de renseignements, www.laclédesterroirs.com. Et puis le 11 octobre, un cours de dégustation vous est proposé avec pour thème la découverte des vins du Bordelais. Début du cours à 19h30. Rendez-vous au musée de la Sommellerie à Sainte-Gemme-sur-Loire, 02 41 76 28 27. www.musée-sommellerie.com. Voilà, cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous le 14 octobre prochain. D'ici là, je vous souhaite de bonnes balades en compagnie de Mademoiselle Loire au pays du Tuffeau et des vignes d'Anjou. Profitez bien des derniers moments de chaleur surtout. Allez, ciao, bye bye. La suite sur Radio G 101.5 FM à Angers.